Bonjour et bienvenue dans le replay de notre webinaire qui s'est tenu le 18 novembre et était consacré à l'exploration de l'approche intersectionnelle. Je m'appelle Ivana Sanchez et je suis chargée de mission au pôle prévention des discriminations à l'IREV. En petit mot sur nous, nous sommes le centre de ressources politiques de la ville des Hauts-de-France et notre mission est d'accompagner les acteurs engagés dans la politique de la ville en mettant à disposition des outils, des ressources et des espaces de réflexion pour renforcer leurs actions, notamment en matière de prévention des discriminations avec le pôle dédié. Nous avons souhaité proposer ce webinaire car les situations de discrimination rencontrées par les habitants et celles dont vous êtes témoin en tant que professionnel de la politique de la ville s'expliquent rarement par un seul critère. Le vécu des personnes discriminées nous le rappelle constamment. On peut être discriminé en raison de son origine réelle ou supposée, de son genre ou du lieu de résidence, mais bien souvent, ces critères et d'autres s'entrecroisent, produisant des expériences euh, spécifiques d'exclusion et de marginalisation ou de discrimination. L'approche intersectionnelle permet ainsi de mieux comprendre la manière dont les inégalités interagissent et se renforcent, non pas comme une addition des situations, mais comme des réalités qui sont imbriquées. Ces inégalités s'expriment dans de nombreux domaines comme le logement, la santé, la scolarité ou encore l'accès à l'emploi. Depuis plusieurs années, des rapports de testing et des travaux de recherche mettent en lumière l'imbrication des discriminations et leurs effets sur les populations les plus vulnérables. Pourtant, sur le terrain, on le sait bien, la prise en compte des 26 critères prohibés par la loi n'est pas facile. Si ces critères sont globalement bien connus, des difficultés persistent dans leur mise en œuvre opérationnelle et on se sent facilement démuni face à cette globalité. Des dilemmes se posent. Faut-il avoir une approche exhaustive en matière de prévention et entamer des actions spécifiques sur chaque critère dans chaque domaine visé? Doit-on prioriser certaines approches au regard des problématiques vécues par les habitants des QPV? Ou encore, comment construire une stratégie de prévention et de lutte contre les discriminations efficace? Pour essayer de répondre à ces questions, à ces dilemmes, nous avons eu le plaisir d'accueillir Marie-Christine Serrato de Benedetti, sociologue et politologue spécialiste des politiques de lutte contre les discriminations. Elle est chercheuse associée à l'IREMAM et ses travaux portent notamment sur les politiques de lutte contre les discriminations ethno-raciales, l'analyse de l'action publique, les usages du droit de la non-discrimination et les expériences vécues de discrimination. Elle est également autrice de la publication La lutte contre les discriminations à Volo, parue dans le numéro 20 des cahiers de la lutte contre les discriminations. Au cours de ce webinaire, elle nous accompagnait dans la compréhension des fondements de l'approche intersectionnelle, d'où vient ce concept, qu'est-ce que ça veut dire, et quels sont les enjeux de sa prise en compte dans l'action publique et professionnelle. Dans une seconde partie, elle a interrogé sa mise en pratique à partir des retours d'expérience, notamment celui du projet Discrio. Cette expérimentation portée par la ville de Villeurbanne qui vise à lutter contre les discriminations multifactorielles liées notamment à l'origine, au genre et au lieu de résidence, qui peuvent aussi influencer les décisions d'orientation scolaire en fin de classe de troisième. Chaque séquence a donné lieu à des temps d'échange avec les participants, favorisant le partage et le questionnement de pratiques professionnelles. Je vous propose à présent de découvrir ce webinaire et nous laisser vos questions ou commentaires. Je vous souhaite un excellent visionnage. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, merci pour cette présentation. Simplement un petit complément.
Effectivement, je suis chercheur associé à l'IREMA, mais je travaille sur les politiques publiques, notamment de lutte contre les discriminations raciales. Et j'ai aussi été une praticienne, donc pour partie, enfin comme vous l'êtes aujourd'hui dans l'assistance, puisque j'ai travaillé pendant près de 20 ans à la lutte contre les discriminations à la ville de Villeurbanne. Donc tout ça pour vous dire que je vais aussi tout ce qui est méthodo ou exemple, je le tire plutôt de mon expérience de professionnelle de terrain, même si j'ai un petit recul maintenant et en tant que chercheur. Donc, le plan a été bien indiqué par Ivana. Et donc, je vais commencer tout de suite par présenter ce qu'on pourrait appeler, enfin, qu'est-ce que c'est que cette intersectionnalité? Petite précision aussi, je ne suis pas une théoricienne de l'intersectionnalité, hein. Donc, je vous présente une synthèse que j'espère assez pédagogique et entendable de travaux de chercheurs qui soit des chercheurs chercheuses américaines qui ont été enfin traduits en français et de quelques chercheurs et chercheurs français qui ont travaillé à l'analyse du concept et à des essais de mise en pratique, notamment, je pense à Sarah Mazouz et Léonore Lépinard. Donc, ce concept est importé en France depuis assez peu de temps. Euh, il a une antériorité aux États-Unis et il a été d'abord forgé par des femmes noires américaines qui étaient soit des sociologues, soit des militantes, soit des professeurs de droit. Donc, c'est une notion qui nous vient du black féminisme et qui a pris sa source en fait dans la difficulté qu'avaient les femmes noires des classes populaires notamment de se retrouver dans les mouvements féministes américains qui étaient animés, on va dire, et composés essentiellement de femmes bourgeoises et blanches. Et donc, la façon de définir les priorités, les problèmes, ne correspondait pas forcément au vécu des femmes noires qui pouvaient être leurs domestiques. Donc, il y avait des rapports de classe avec ces femmes blanches bourgeoises qui pouvaient subir le sexisme à la fois de la part des hommes blancs, mais aussi des hommes noirs et donc ce qui posait des problématiques particulières. Donc, il y a une antériorité hein, sur le concept de discrimination de la part de théoriciennes, de militantes qu'on ne connaissait pas avant, telles que Bell Hooks, qui est maintenant est traduit en français, donc qui commence à être lu, même si le terme n'était pas utilisé en tant que tel. La première, celle qu'on désigne en général comme la créatrice de ce concept, c'est Kimberly Crenshaw, qui est une professeure de droit américaine et qui a formalisé ce concept dans les années 80 à partir de l'analyse d'un procès qui était pour discrimination, qu'avait lancé un groupe de femmes noires qui travaillaient dans l'entreprise General Motors. Et ces femmes noires se plaignaient de discrimination à l'embauche dans cette entreprise. Elles ont été déboutées 2 fois. Une première fois en tant que femmes, c'est-à-dire qu'on a dit non, non. General Motors embauche des femmes, donc il n'y a pas de discrimination sur le sexe. En réalité, les femmes qui étaient embauchées chez General Motors, c'était des femmes blanches. Et le tribunal s'est ensuite planché sur le critère de la couleur de peau, de la race aux États-Unis, de plutôt l'origine en France, et dit, bah non, il n'y a pas de discrimination raciale puisque il y a aussi des Noirs dans l'entreprise General Motors. Or, les Noirs qui étaient embauchés étaient des hommes. Donc, ces femmes, en fait, étaient discriminées, non pas seulement en tant que femmes, ni seulement en tant que noires,
mais en tant que femme noire, dans un rapport qui croisait ces 2 critères et c'est, pour ça que, Crenshaw parle d'intersectionnalité. Donc, dans ce concept, il peut y avoir cumul, comme c'est le cas, ou imbrication, comme c'est le cas là dans cet exemple de General Motors, ou articulation. Je reviendrai. De ce qu'on appelle des rapports sociaux de domination. Alors ça, c'est quand même voilà, c'est un concept de sociologie, de même que l'intersectionnalité, même si il a été forgé par une juriste. Aujourd'hui, c'est aussi un concept de sciences sociales qui vise à analyser en gros l'imbrication, l'articulation des dominations à l'œuvre dans la société de façon assez complexe pour ne pas oublier des groupes marginalisés et en tenant compte des contextes. Alors, les rapports sociaux de domination, en gros, en sociologie, ce sont les structurations sociales euh, de nos hiérarchies sociales, des inégalités qu'on peut constater dans la société. Et ces rapports sociaux, bah, ils sont à l'œuvre. Alors, il y a quelque temps, on parlait que du rapport social de classe, c'est-à-dire qu'on pensait que la société était hiérarchisée seulement en fonction de la classe sociale. Aujourd'hui, on parle d'autres rapports sociaux, puisqu'on a vu qu'il y en a d'autres qui sont à l'œuvre, notamment les rapports sociaux de sexe, qui font qu'il y a une hiérarchisation et une catégorisation en fonction d'une catégorie créée qui s'appelle le sexe, où on a hiérarchisé des groupes, notamment des femmes comme étant moins valable que le groupe normal qui s'appelle les hommes, des rapports sociaux liés à l'origine ethno-raciale, la nationalité, ce qui désigne des autres comme différents de la norme, de validité, là, par rapport à une norme de qu'est-ce que c'est qu'être valide, de sexualité, d'identité de genre et d'âge. Et en gros, on a ces 6 grands rapports de domination dans la société dont on sait aujourd'hui qu'ils ils sont pas tous à même niveau, ils agissent pas tous de la même façon, suivant les contextes, suivant les lieux. C'est pas, ça n'agit pas pareil dans le cadre du foyer que dans le cadre du travail. Ça n'agit pas pareil dans la rue que à la maison. Voilà. Et donc, c'est pour ça que la notion d'intersectionnalité nous permet d'affiner en fait nos analyses de la société et on l'espère aussi d'affiner la définition des problèmes et puis peut-être leur résolution, on va essayer d'y voir. Donc ces 6 grands rapports sociaux de domination sociale, en gros, ça correspond aux 6 grands critères de discrimination que l'Europe, dans son droit, promeut. À cela s'ajoute la liberté d'opinion et religieuse. Alors en France, on a 26 critères parce qu'en France, on essaye d'aller au plus près pour défendre non pas des groupes sociaux désavantagés, mais des individus. Mais en gros, il faut le penser avec ces grands rapports sociaux. Alors, l'intersectionnalité, ça pointe le fait que tout rapport social est fondamentalement articulé avec d'autres, ce que je viens de dire. Et il a des implications évidemment d'analyse, mais des applications militantes et aussi pratiques pour les politiques publiques. Ça revient à le fondement, en gros, de l'intersectionnalité. Déjà, comment il est né, et comment aujourd'hui elle est pensée et comprise en sciences sociales. Ce qui la fonde, c'est la prise en compte de l'expérience des dominés, et notamment des groupes sociaux qui cumulent des dominations, des marginalisations. Alors ça a commencé par les femmes noires américaines qui étaient des classes populaires, hein, qui cumulaient 3 grands rapports sociaux. Donc,
la classe, la race et le sexe. Et très vite, même dans les mouvements américains, avec Angela Davis, les questions d'identité de genre ont été abordées, les questions de handicap aussi. Donc finalement, il s'agit de prendre en compte le point de vue des personnes les plus marginalisées, alors que globalement, sans ce concept-là, y compris les politiques, par exemple, d'égalité femmes-hommes, comme c'était le cas, y compris les mouvements militants, ont tendance à essentialiser les groupes, c'est-à-dire que toutes les femmes sont des femmes blanches valides, toutes les personnes handicapées sont des hommes en fauteuil roulant, et donc ce concept d'intersectionnalité, il vient remettre de la complexité. Non, il y a des personnes en situation de handicap qui sont pas en fauteuil, qui sont pas des hommes, qui peuvent même ne pas être des femmes, et de prendre en compte enfin, davantage ce que vivent les gens, parce que les gens ne sont pas saucissonnés dans des rapports sociaux, ils sont des identités multiples qui ont des effets sur leur vie. Et prendre en compte ce point de vue-là, ça revient à interroger en gros la science, ça revient à interroger les politiques publiques, ça revient à interroger aussi les problèmes publics. Qui définit les problèmes publics, qui définit les priorités à traiter dans la société. De même que ce concept d'intersectionnalité, et Sarah Mazous dit que c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de résistance en France, intrinsèquement, il comporte le critère racial. Je dis intrinsèquement parce que à la source. Donc, euh, ça n'empêche pas des politiques publiques de dire qu'ils font de l'intersectionnalité et d'éliminer la domination raciale, mais c'est une distorsion, c'est ce que certains chercheurs appellent le blanchiment de l'intersectionnalité, qui est finalement enfin, une façon de s'approprier un concept et de les détourner même de ses finalités mêmes, en réalité. Ce que dit Sarah Mazouz et ce que je défends moi aussi, c'est que ce concept, il peut permettre de produire plus d'égalité parce que ça revient à se poser l'autre question, les questions qu'on se pose, c'est-à-dire qu'on a une politique sociale. Par exemple, dans le travail, ça a été longtemps comme ça, hein. On disait il y a des inégalités de salaire, les ouvriers gagnent moins que les cadres, etc. Il y a de l'exploitation, mais on s'était jamais posé l'autre question. Et qu'en est-il des femmes? Et par exemple, des femmes ouvrières. Il faut attendre 1980 en France pour qu'on s'interroge sur les femmes ouvrières. Ça existe. Auparavant, ça n'était jamais une catégorie politisée, ni on n'étudiait pas leurs expériences qui étaient différentes de celles des hommes ouvriers, ni leurs conditions sociales qui étaient différentes puisqu'elles avaient double travail. Aujourd'hui, on a fait un peu des progrès là-dessus. Alors, je vous donne quelques exemples pour être de désavantages cumulés et puis d'articulation, qui parleront particulièrement à certains ou certaines d'entre vous si vous travaillez dans le cadre de la politique de la ville, parce que dans les quartiers populaires, on a effectivement une grande partie de la population qui cumule des désavantages, notamment par exemple les femmes immigrées ou descendantes d'immigrés des classes populaires qui au travail cumulent des désavantages de classe, d'origine, de sexe, les femmes qui portent le voile, qui aujourd'hui sont discriminées dans l'accès à l'emploi quasi systématiquement, qui vivent des violences dans l'espace public qui ne sont pas prises en compte, des discriminations au logement que subissent les familles nombreuses, notamment plus souvent immigrés ou descendants d'immigrés,
de classe populaire, ou les familles monoparentales, où là, on a souvent des familles qui sont, dont le chef de famille est une femme. Donc là, on a le sexe, la classe et peut-être l'origine en fonction. Donc, parce que ces catégories sont considérées dans le logement comme des catégories à risque, hein. Donc, au lieu de faire de l'action positive, finalement, on essaye de les répartir et donc ce qui revient à faire de l'action négative, donc des discriminations qui sont totalement ressenties, hein, dans les enquêtes, puisque c'est très clair dans l'enquête trajectoire et origine qui n'a pas été citée jusqu'à maintenant et qui est la grande enquête qui nous permet aujourd'hui en France de mesurer les discriminations et leur intersectionnalité, puisque tous les critères sont pris en compte, même si le critère de l'origine est pris en particulier. Et là, sur le logement, ce sont de nombreuses discriminations qui sont déclarées, de même que dans l'orientation scolaire, je vais y revenir, mais aussi dans l'accès aux soins. Notamment pour les habitants des quartiers populaires et les femmes immigrées ou racisées, et ce qui est corroboré par une grande enquête qui a été faite dans un service d'urgence à Montpellier par un médecin, hein, qui montre que ceux qui sont le moins bien placés pour être bien soignés aux urgences, ce sont des femmes supposées d'origine étrangère ou étrangère de classe populaire. Alors, ça, c'est quand on cumule, et il y a les articulations. Dans la politique de la ville, on a aussi des problèmes cruciaux qui sont, quand on fait des enquêtes sociologiques, ce sont les deux discriminations dont parlent le plus souvent les personnes, à part l'emploi. Ce sont les discriminations à l'orientation scolaire. Mais là, on est dans l'articulation et non pas le cumul, puisque ceux qui sont le plus discriminés dans l'orientation scolaire, ceux qui déclarent le plus de discrimination, ceux qui ont le plus d'orientation contrariée, ce sont les garçons, les de classe populaire, descendants d'immigrés d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb. Et donc, on a une discrimination qui est socio-ethno-genrée. Voilà. Et puis l'autre discrimination aussi qui apparaît comme le premier domaine de discrimination quand on interroge les Français dans leur globalité, ce sont les discriminations que vivent les jeunes hommes supposés d'origine non européenne et de classe sociale populaire lors des contrôles d'identité faits par la police. Voilà ce qu'on appelle les contrôles au fascisme. Donc là, on voit que cette articulation de rapports de domination de classe sociale, de race, de sexe, éventuellement d'âge, pour la dernière, se concentre sur ce que des chercheurs, notamment Connell, ont appelé les masculinités marginales. Parce que certes, il y a des masculinités hégémoniques, hein, qui imposent leurs normes de patriarcat, mais chez les hommes, il y a aussi des masculinités dominées que Connell appelle des masculinités marginales. Alors, avant d'aborder les enjeux de cette intersectionnalité, de cette prise en compte de cette articulation dynamique, donc vous voyez qu'il se fait pas de la même façon dans l'emploi que dans l'école, que dans le rapport à la police, suivant les lieux, etc. Peut-être, je fais un petit rappel de qu'est-ce que c'est que la lutte contre les discriminations, parce que on a nos politiques de lutte contre les discriminations ont été à un moment importantes, mais elles sont faibles actuellement, très faibles même, et donc on peut oublier qu'est-ce que c'est que lutter contre les discriminations. Donc, de mon point de vue et du point de vue de ce qui a été développé dans les années 2000 comme une sorte de référentiel, mais de lutte contre les discriminations, il y a trois ancrages à cette politique. Le premier, c'est la reconnaissance et notamment la reconnaissance des discriminations les plus tabous, que sont par exemple les discriminations raciales,
Aujourd'hui, on dirait la reconnaissance de discrimination intersectionnelle. La reconnaissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire nommer le problème, ça veut dire le mesurer, ça veut dire écouter ceux qui le vivent, hein. Donc, premier ancrage, la reconnaissance. Le deuxième, c'est le renversement de la cible de l'action par rapport aux politiques sociales qui sont toujours à l'œuvre, qui sont les politiques d'insertion, les politiques d'intégration, qui visent à accompagner ou à désigner des publics comme en défaut finalement de pouvoir accéder aux ressources sociales dans l'état dans lequel ils sont, donc de leur donner des moyens pour les aider. Donc, pour la lutte contre les discriminations, on renverse la cible. La cible, ça n'est plus des publics qu'il faut aider, c'est ceux qui discriminent qu'il faut faire changer. Donc, ça suppose de former non pas des jeunes gens, non pas des chômeurs, mais des employeurs. Par exemple, ça suppose de former non pas des enfants contre le racisme, mais des profs pour une éducation non raciste. Vous voyez, ça, c'est un changement majeur voilà, qui doit être à l'œuvre. Ça suppose aussi de mobiliser le droit de la non-discrimination et de considérer que ceux qui vivent des discriminations, donc on a plutôt considéré comme des groupes marginalisés, justement, qui sans le dire, on pensait qu'ils n'ont pas droit à l'égalité, qu'ils n'ont pas droit au droit, hein. On va pas, ces gens-là ne vont pas saisir le droit parce que le droit n'est pas pour eux. Donc, il s'agit de penser différemment le rapport au droit et de penser le droit non pas seulement comme un droit qui se met à l'œuvre devant des tribunaux, mais comme un droit qui vient réguler des pratiques parce que c'est une norme et comme un code de la route. C'est-à-dire que le code de la route en matière de discrimination, c'est de faire de l'égalité de traitement dans l'accès aux ressources sociales, aux services publics. C'est ça, le code de la route. Faire de l'égalité de traitement, bah, ça suppose de repérer les discriminations qu'on fait et de faire changer nos pratiques et pas seulement nos mentalités. Donc, on a une espèce d'effet, enfin si on mobilise pas le droit, on peut pas désigner des discriminations. On peut pas dire, mais ça, c'est une discrimination. C'est une inégalité de traitement illégitime et illégale. Voilà. Alors, les instruments de cette lutte contre les discriminations, ben, c'est le soutien évidemment à ceux qui sont discriminés, leur écoute, le soutien à la mobilisation d'associations de lutte contre les discriminations. C'est ce qu'on ne fait pas, évidemment. Vous savez, c'est la mise en pratique des contraintes légales de façon à ce que les pratiques se conforment au droit. Et enfin, c'est viser l'effectivité du droit. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que si vous œuvrez dans le cadre de la politique de la ville, qui aujourd'hui, malheureusement, n'inscrit plus la priorité de la lutte contre les discriminations raciales, par exemple, euh, les politiques d'action positive, c'est-à-dire accompagner des publics spécifiquement pour qu'ils accèdent à des ressources auxquelles ils n'accèdent pas, peuvent s'articuler à des politiques de lutte contre les discriminations, évidemment, mais elles ne peuvent absolument pas s'y substituer parce qu'elles n'ont pas le même effet. Hein, regardons, si l'action positive ne permet pas la reconnaissance des discriminations, notamment des discriminations raciales, parce qu'on ne va jamais les nommer, on va dire, on a des gens qui n'accèdent pas à l'emploi, parce qu'ils habitent dans des quartiers populaires. On sait aujourd'hui que le quartier accentue l'expérience de la discrimination raciale, mais que la discrimination qui est à l'œuvre, c'est la discrimination raciale en particulier. Euh, Ces politiques d'accompagnement vers ne changent pas les pratiques, elles font juste que certains accèdent à des places. Et enfin, on n'a jamais la mobilisation du droit, c'est-à-dire le rappel de la règle commune, hein, le fait que les discriminations sont illégales, illégitimes, et qu'il s'agit de connaître le droit pour s'y conformer. Alors là, je vais rapidement sur les enjeux et j'en termine là-dessus. À prendre en compte l'intersectionnalité, l'articulation dynamique des discriminations.
évidemment, on a un enjeu à faire converger des luttes qui aujourd'hui sont segmentées, complètement segmentées, mais pas seulement segmentées, sont hiérarchisées. On n'a pas les mêmes moyens sur l'égalité femmes-hommes que sur la lutte contre les discriminations raciales et sont quelquefois même mises en concurrence. Hein, on a aujourd'hui des effets, notamment pratiques, et dans les discours de ce qu'on a appelé, de ce que Christelle Hamel a appelé, par exemple, la racialisation du sexisme, qui fait qu'on désigne comme particulièrement sexiste ou comme seulement sexiste pour certains les hommes immigrés, musulmans, des classes populaires, ce qui permet de dédouaner les hommes bourgeois de classe dominante, ce qui est bien pratique, mais qui ne correspond pas du tout à la réalité du sexisme. Mais ce qui a une incidence, c'est que du coup, les victimes de discrimination raciale deviennent les coupables d'autres politiques, et donc ça a des effets délétères extraordinaires. Euh, Ça permet normalement aussi prendre en compte l'intersectionnalité, se poser l'autre question quand on travaille sur le handicap, par exemple, que vivent les femmes en situation de handicap, que vivent les femmes des classes populaires en situation de handicap, que vivent les femmes racisées des classes populaires en situation de handicap, que vivent les femmes LGBTQI+ en situation de handicap, et dans quel domaine elles sont, où ils sont le plus défavorisés, marginalisés, vivent le plus de préjudices. Euh, L'enjeu, c'est aussi d'articuler les politiques sociales avec la lutte contre les discriminations, parce que la classe sociale, elle est au cœur de la question de l'intersectionnalité, hein. Il ne s'agit pas de la laisser de côté, hein. Le rapport social, il est central de classe, et de prendre en compte évidemment des discriminations systémiques qui ne sont pas le fait d'individus uniquement particulièrement mal intentionnés, mais le fait de grands rapports sociaux, comme je vous l'ai dit, qui ont des incidences à la fois dans les interactions, mais aussi dans les organisations, et à chaque fois qu'ils sont à l'œuvre, lorsqu'on doit faire des choix, lorsqu'on organise les choses. Et peut-être un enjeu de sortir uniquement des questions d'emploi. Bon, vous travaillez sur le logement, mais c'est assez rare pour aller vers des discriminations qui sont dénoncées, comme je vous l'ai dit, beaucoup dans l'école, la santé et la police, qui pour l'instant sont des domaines pas traités ou très très peu traités. Il y a un enjeu effectivement central qui est un enjeu démocratique, puisque prendre en compte l'intersectionnalité, c'est construire les politiques à partir des premiers concernés. Donc la politique de la ville a toujours dit ça, je suis pas sûre qu'elle l'ait faite, elle le fait. Ça veut dire de mettre en place des espaces hein, de pouvoir, de délibération, et la mise en place de pouvoirs de ce type qui regroupe des populations particulièrement dominées, eh bien ça se fait pas n'importe comment, parce que sinon on risque de reproduire les dominations. Et prendre en compte ces populations, ce qu'elles vivent comme priorité, pour définir des priorités des politiques publiques, bah, c'est lutter contre le mépris social qui est, pour ce que certains chercheurs pensent aujourd'hui, un problème majeur dans notre société. Donc, pour conclure, on a un enjeu d'égalité et de justice sociale. Qui sont les oubliés de l'égalité? Ne plus les oublier. Un enjeu d'efficacité et de cohérence, puisqu'il s'agit avec les mêmes politiques, ou en tout cas d'articuler différentes inégalités pour une véritable transformation, d'égalisation des conditions. Et enfin, un enjeu démocratique, de façon à définir autrement les problèmes publics et à développer ce qu'on appelle la redevabilité des politiques publiques, c'est-à-dire rendre compte de ce qu'on fait auprès de ceux qui, notamment, souffrent des problèmes qu'on essaye de traiter. Donc, je m'arrête là pour cette première partie. C'est peut-être enfin, de
d'avoir aussi un regard spécifique sur peut-être la politique de la ville et le fait que pour peut-être beaucoup d'acteurs, la mise en place entre guillemets, d'une politique spécifique en faveur des quartiers ou peut-être beaucoup plus renforcée à destination des quartiers pose beaucoup de questions sur la question de la lutte contre la discrimination et l'approche territoriale. C'est quand même dans les débats sur parfois d'opposer les territoires alors que les discriminations peuvent être vécues par l'ensemble des citoyens, mais du coup, il y a quand même cette question-là aujourd'hui dans ce que tu évoques dans ton approche sur le cumul des inégalités, euh, qui, qui renforce finalement une intervention beaucoup plus appuyée à destination des quartiers, et notamment s'agissant du caractère ethno-racial. Je sais pas, voilà, ce que toi t'en penses et le regard aujourd'hui qu'on peut porter un petit peu sur ces questionnements professionnels en fait, mais pas que professionnels d'ailleurs, hein, c'est aussi de la part des politiques aussi, hein. Oui, c'est une question importante. C'est-à-dire que, euh, euh, pour, pour pas être longue, en fait, la lutte contre les discriminations raciales qui a émergé en France aurait dû être portée tout de suite par un ministère, délégation interministérielle différente de la politique de la ville. Mais ça n'a pas été le cas par défaut. C'est-à-dire que on a eu un glissement des politiques d'intégration vers les politiques de lutte contre les discriminations sans changement des pilotes dans un premier temps. Et donc, c'est ce que Milena Dotcheva a appelé l'arrimage territorial des discriminations. Ça posait un problème tout de suite. C'est-à-dire qu'on se disait, mais pourquoi c'est la politique de la ville qui finance la lutte contre les discriminations raciales alors qu'il faut agir sur ceux qui discriminent? C'est-à-dire, il faut agir sur les employeurs, il faut agir sur l'école, il faut agir sur les bailleurs sociaux, privés, sociaux, il faut agir, enfin voilà, c'est pas les professionnels de la politique de la ville qui sont les mieux placés pour faire évoluer les entreprises cotées au CAC 40, hein, voilà. Donc, il y avait une sorte d'ambiguïté qui était, qui posait problème. La justification de la lutte contre les discriminations dans le cadre de la politique de la ville, elle existe, parce que comme tu le dis, dans les quartiers populaires, il y a plus de personnes qui vivent des discriminations raciales et qui vivent des discriminations cumulées. Aujourd'hui, on le sait particulièrement par l'enquête Trajectoire et Origine 2, qui a bien, si les données ne sont pas encore sorties, comme je suis membre de l'ONPV, je les ai. On voit bien la surdiscrimination dans de nombreux domaines. Donc, s'il y a eu un enjeu à ce que la lutte contre les discriminations, y compris raciales, puisque en général, ça s'articule, ça se cumule, s'inscrit dans la politique de la ville, c'est bien pour aider à comprendre et à définir les problèmes. Ça aurait pu être aussi pour mobiliser et donner des ressources à ceux qui sont discriminés. Or, les politiques publiques de lutte contre les discriminations n'ont pas fait ça, ce qui est dommage. C'est-à-dire qu'on aurait dû, dans un monde idéal, avoir des politiques publiques nationales contraignantes pour les discriminateurs et l'inscription de la lutte contre les discriminations intersectionnelles et raciales dans la politique de la ville pour définir au mieux les problèmes par ceux qui les vivent et ceux qui sont pas les plus marginalisés, leur donner des ressources pour se faire entendre et créer des alliances avec ceux qui peuvent aider à la lutte contre les discriminations, des institutions comme le Défenseur des droits, les syndicats de salariés, les grandes associations de lutte contre... Voilà ce qu'on aurait dû faire. Cette articulation, elle n'a pas eu lieu, voilà. Mais ça n'empêche pas qu'il y a eu quand même des expérimentations, des espaces locaux où des choses se sont passées un peu dans ce sens-là,
en tenant compte de la contingence, qui n'est pas le monde dans lequel ceux qui menaient ces politiques auraient souhaité les mener. Je ne sais pas si j'ai été claire. Il y en a toujours des expérimentations à noter. Il y a une petite remarque dans le chat, enfin, très intéressante d'ailleurs. Bonjour, l'exposé est très clair et très éclairant. Travailler sur les discrimineurs et non demander aux discriminés de faire valoir leurs droits. Mais quels sont nos outils pour éveiller, autre que la sanction, surtout dans une période où tout le monde se dit anti-woke? Peut-être qu'on le garde on se la garde pour après, parce qu'on va être sur les plutôt. Mais donc on sent qu'il y a un enjeu que j'ai pas dit, qui serait d'éveiller les consciences. Tout à fait. Alors donc bon, déjà j'ai pas de solution miracle, hein, vous avez compris, l'intersectionnalité, c'est prendre en compte de la complexité. Mais après, quand on fait des politiques publiques, on sait que le social est complexe, hein. Donc, ça suppose, de mon point de vue, il y a des enjeux de méthode, surtout de méthode de travail, de méthode pour mener des politiques publiques. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que le concept d'intersectionnalité, aujourd'hui, il est reconnu par le droit aussi, y compris le droit français, grâce à des batailles juridiques, hein. Le droit progresse, pas forcément parce que tout le monde s'en saisit, mais parce que il y a des procès qui font avancer le droit, parce qu'il y a les bonnes alliances, il y a les bonnes stratégies, et c'est comme le procès Mazan, et quelquefois il y a des héroïnes et qui, dans certaines configurations, font avancer toute la société. Donc là, c'est notamment le fait d'agents, de femmes qui travaillaient comme agentes d'entretien chez un sous-traitant de la SNCF et qui vivaient à la fois des discriminations raciales et du harcèlement sexuel, donc du harcèlement sexiste aussi par la même occasion. Et le jugement a reconnu l'intersectionnalité de leur discrimination à raison de l'origine et du sexe, grâce à un travail du défenseur des droits lié à une enquête d'une sociologue qui a expliqué que ces femmes, agents d'entretien dans des sous-traitants, étaient particulièrement exploitées, qu'on était là dans des systèmes qui permettaient l'exploitation à la fois en tant que femmes, sans doute en fonction de leur classe sociale et de leur origine, et qu'en plus, elles vivaient, elles étaient aussi soumises, enfin, à du sexisme très prégnant dans le cadre de leur travail, et notamment à du harcèlement sexuel, notamment pendant qu'elles exerçaient leurs tâches, de la part d'hommes qui travaillaient avec elles et qui étaient un peu moins exploités, un petit peu moins. Quelque chose va arriver de très important aussi, c'est une directive européenne là, qui a été votée en 2023, qui vise à renforcer l'application du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, et qui sera transcrite en droit français en 2026. Donc, on pense que ça va révolutionner un peu les RH, parce qu'il va y avoir un droit beaucoup plus contraignant. Alors, c'est sur l'égalité femmes-hommes, mais dans cette circulaire, on trouve 6 fois le terme intersectionnalité. Donc, ça donne de la consistance à cette question, et notamment pour les femmes qui vivent du racisme et les femmes en situation de handicap. Donc, les choses peuvent changer. Pour le coup, le droit, il sert évidemment à être mobilisé devant les tribunaux, mais le droit, il ne faut pas oublier qu'il nous sert de cadrage cognitif. C'est-à-dire que si à un moment donné, quand il arrive à avoir la force qu'il doit avoir, eh bien, on a conscience qu'il faut s'y conformer. Le droit n'a pas qu'un usage pratique, il a un usage normatif aussi. Il fait partie des structures sociales, pour le dire autrement. Alors, en dehors, donc là, ça veut dire la directive de 2023, ça veut dire un changement dans la structuration
du discours, au moins dans l'emploi, du discours et du cadrage normatif. Pour prendre en compte l'articulation des discriminations, moi je dirais que la première chose, je l'ai un peu évoqué, mais il me semble qu'en termes de méthode, ça veut dire à faire, c'est de fonder la définition des problèmes à traiter et la recherche des solutions sur les expériences et les perceptions des publics les plus marginalisés. Ça revient à prendre en compte finalement souvent le cumul des discriminations. Et si on agit dans le cadre, évidemment, non pas d'actions positives pour accompagner ces gens les plus marginalisés, mais dans l'analyse de la façon dont ils sont ils, euh, ils, ils vivent, ils vivent le résultat des dominations, du traitement défavorable. Et si on cherche à faire bouger l'organisation, normalement, ça doit profiter à tout le monde. Donc, ça suppose évidemment de prendre en compte dans les études ce que vivent ces gens, donc d'avoir des questionnements qui interrogent sur les multiples formes de domination et sur les multiples critères et dans leur articulation, ce qu'on disait, pas seulement en tant que femme, mais en tant que femme noire ou en tant que femme LGBT ou en tant que femme pauvre, noire, handicapée, par exemple. Et ça revient aussi à essayer de mener des diagnostics, mais réellement participatifs, pas sur le papier, c'est-à-dire des formes de travail avec des groupes habitants des quartiers populaires qui permettent la prise de parole, la prise de pouvoir. Et ça, c'est faisable, hein. Simplement, il faut adapter des méthodes, il faut mettre un peu de moyens, il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut s'interroger sur qui fait quoi, quel est le point de vue des personnes qui animent, quelle est leur position dans les rapports de domination, qu'est-ce qui se passe dans les interactions dans un groupe, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se dire ou ne pas se dire, de faire en sorte qu'on ne rajoute pas de la violence à de la violence. Enfin, on a quelques exemples de modalités de travail qui permettent à des groupes marginalisés de construire leur point de vue collectif, en réalité, à partir de leurs expériences, et évidemment de leur donner le pouvoir d'orienter les politiques publiques, parce que c'est juste pour faire ça et faire joli, ça veut dire d'avoir un engagement politique de ce point de vue-là. Alors, si on commence pas l'action comme ça, ben déjà, c'est compliqué de faire de l'intersectionnalité. Mais néanmoins, au moins, ce qu'on peut faire, c'est quand on a déjà mené une action ou quand on a fait un diagnostic, ben, c'est s'interroger, c'est est-ce qu'on a bien posé, ce que dit Sarah Mazout, l'autre question ou les autres questions. C'est-à-dire, voilà, je travaille sur la situation des personnes handicapées dans les quartiers populaires. Bon. Eh ben, est-ce que j'ai bien posé la question de qui sont les femmes en situation de handicap dans les quartiers populaires? Qu'est-ce qu'elles vivent? Il y a des chances qu'elles ne vivent pas la même chose que les hommes. Quand on voit l'enquête qu'a fait Joanna Dagorn auprès de femmes en situation de handicap sur les violences sexuelles, on est effrayé. Effrayé. C'est-à-dire, plus les femmes sont en situation de vulnérabilité, plus elles sont victimes de violences sexuelles. Donc, évidemment, dans le travail, il va y avoir une double domination de sexe et de handicap, sans doute de classe sociale, peut-être se poser l'autre question, que vivent les femmes qui vivent le racisme et le handicap? Voilà, et donc ça suppose d'interroger, de se poser les autres questions. La question de l'âge aussi. Donc on a
pour les études ou pour quelques préconisations, puis après je reviendrai sur le projet d'Iscrio pour qu'on ait un peu de temps quand même pour discuter. Donc, par exemple, le défenseur des droits avait fait cette préconisation dans l'emploi qui était de faire des rapports de situation comparés, femmes-hommes, ok, très bien, mais de faire des rapports de situation comparés en incluant l'origine supposée des personnes, notamment dans toutes les entreprises et dans les collectivités locales, ce qui permet de mesurer à la fois les discriminations, les inégalités raciales, les inégalités de sexe et le cumul des deux, par exemple. Et pourquoi pas mettre aussi les personnes en situation de handicap qu'on connaît très bien au travail, puisque, en tout cas pour celles qui ont fait une déclaration. Donc, ça suppose d'envisager la mesure autrement, le diagnostic autrement. Mettre en place des instances délibératives, comme je vous disais, on a des fois dans des villes, on a des conseils, des assemblées, des conseils de femmes sur l'égalité. On n'a jamais des conseils consultatifs sur les discriminations raciales, ou très rarement. Voilà, donc ça veut dire redonner du pouvoir sur des problèmes particuliers qui concernent beaucoup de monde et à partir de ce que vivent les gens, pour définir des politiques publiques. Soutenir le réseau associatif, bien sûr, dans le cadre de la politique de la ville, et les initiatives qui visent à permettre aux personnes de prendre la parole sur les inégalités et les discriminations qu'ils vivent, parce que ça va se croiser, inégalité sociale, discrimination, ça va se croiser. S'interroger, je pense qu'il faut vraiment se poser l'autre question lorsqu'on mène des politiques monocritères, budget sensible au genre. Alors, est-ce que le budget sensible au genre, quelles sont ses incidences en matière de classe sociale? Quelles sont ses incidences pour les garçons des classes populaires? Si on a un budget constant, est-ce qu'on fait un budget sensible au genre que dans les domaines qui ne touchent pas les classes populaires, ou alors si on fait un budget sensible au genre, sans un budget constant, on risque quoi? D'enlever des ressources à des groupes de garçons marginalisés, racisés des classes populaires, hein. Donc, le budget sensible au genre, il doit être sensible à la classe et sensible peut-être aussi à l'origine des personnes. Genre et espace public, de la même façon. Qui a-t-on interrogé? Si vous interrogez des femmes qui portent le voile, elles vous diront qu'elles vivent du harcèlement racial dans l'espace public. Et c'est une question de sexisme aussi. Ça n'est pas qu'une question de racisme. Or, dans les politiques, dans les discours politiques, dans les actions qui sont menées sur la lutte contre le sexisme dans l'espace public, on ne prend jamais en compte l'expérience des femmes qui portent le voile. Or, les violences sont importantes, mais il faut les entendre. Et pas dans les quartiers populaires, plutôt quand justement elles arrivent dans les centres-villes. De même sur les cours de récréation, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut travailler le dedans la classe et le dehors la classe. Parce que si on travaille le dehors la classe sans prendre en compte ce que vivent les garçons racisés aux masculinités marginales dans les classes, ça va pas marcher. Ça va, au contraire, ça risque de créer beaucoup plus de contraintes pour eux sans leur donner de ressources. Connaître les problèmes que touche donc évidemment, et en matière d'exemple de pratique, c'est écouter les gens et définir les priorités à partir de ce qu'ils écoutent. C'est pas ce qui se passe aux autres. De ce qu'ils disent, je veux dire. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Discrio, donc là, qui est un projet qui était mené à Villeurbanne, qui était soutenu, donc qui était mené avec l'Éducation nationale, hein, sur une question très peu traitée en France et pourtant très présente, très présente dans les parcours sociaux des garçons, mais aussi des familles, parce que ça
quand on a un garçon qui a des bonnes notes et que finalement, pas plus de mauvaises notes que son copain, et que lui, il est orienté, contrairement à sa volonté, dans une filière professionnelle, alors que l'autre, qui n'est pas racisé, est orienté en filière générale, ça touche les mères, ça touche les sœurs, voilà, ça touche les familles qui sont concernés par les discriminations socio-ethno-genrées que vivent les garçons des classes populaires descendants d'immigrés postcoloniaux. Dans l'enquête trajectoire et origine, on voit les données, vous pouvez consulter. À la fois, il y a une surdéclaration d'expérience et à la fois, il y a particulière, enfin, des sorties sans diplôme particulièrement importantes pour ces groupes-là, des orientations en filière professionnelle particulièrement importantes ou en filière courte particulièrement importantes pour ces groupes-là. Donc, travailler cette question, ça suppose déjà de la faire reconnaître comme un problème. Or, dans l'éducation nationale, c'était pas facile. Parce que le discours ambiant est de dire, en fait, si ces garçons ne réussissent pas à l'école, c'est parce que, en fait, les familles manquent d'ambition. Or, les enquêtes sociologiques montrent le contraire exactement. Les familles sont très ambitieuses. Les familles d'immigrés, descendants d'immigrés postcoloniaux sont très ambitieuses pour leurs enfants à l'école, plus que les autres, d'ailleurs. Donc, faire partager un problème, eh bien, ça veut dire, il y a deux solutions. Soit on a un mouvement social avec des gens qui s'expriment et qui ont une position sociale construite qu'on peut entendre à la télé, à la radio, dans des vidéos. C'est pas le cas, hein, aujourd'hui en France. Soit, eh bien, on propose à des chercheurs qui ont étudié cette question ou à des formateurs de former les équipes éducatives qui doivent s'interroger à partir de ce problème. Donc, c'est ce qui a été fait. On a formé des parents d'élèves, alors je dis on parce que du coup, j'y étais, hein, des profs, non pas pour qu'ils s'enlèvent des préjugés, hein, le seul préjugé qui était visé par les formations, c'est le préjugé qu'ils ne discriminaient pas. Parce que ça, c'est le préjugé majoritaire de la plupart des professionnels dans certains secteurs et même presque dans tous, puisque on a tellement lié la discrimination à l'intentionnalité et à l'idéologie que, alors qu'en réalité, sans intentionnalité, sans idéologie, la discrimination systémique, elle est le fruit de ces rapports sociaux qui sont à l'œuvre dans la société, qu'on le veuille ou non, de ces catégorisations qui sont hiérarchisées et qui sont reproduites dans des formations, dans des façons de faire. Parce qu'on ne les prend pas en compte, parce qu'on ne les interroge pas, elles sont simplement reproduites. Donc, après la formation, ces profs, notamment, hein, se sont dit, bon, bah, il faut qu'on regarde ce qui se passe, parce que nous, on n'a pas conscience de désavantager les garçons des classes populaires, descendants d'immigrés postcoloniaux. Et donc, ils se sont dit, bah, on va mener nos propres enquêtes avec des méthodes sociologiques, d'observation, etc. On va analyser les bulletins scolaires et on va prendre en compte, on va regarder les différences entre les sexes, filles, garçons, mais pas que, boursiers, pas boursiers, non à consonance européenne, non à consonance non européenne. Et on va regarder comment on annote, quelles appréciations on met. On va regarder nos interactions, on va observer nos interactions dans les classes. Pareil, en faisant attention au sexe, à la classe sociale par la catégorie boursier et à l'origine perçue, parce que c'est pas à l'origine réelle, on s'en fiche, c'est comment on voit les gens, puisque c'est la catégorie qui est à l'œuvre quand on les perçoit dans une catégorie qui existe dans la société, hein, musulmans, maghrébins, noirs, ça c'est des catégories qui sont à l'œuvre, qui sont des catégories racistes, mais avec lesquelles nous faisons.
Et observer aussi les entretiens d'orientation concertée. Alors, c'est des entretiens qui ont lieu en fin de troisième, enfin, pas tout à fait en fin, où il y a les parents, l'enfant, le chef d'établissement et le prof principal. Donc, ils ont mené des enquêtes insistantes, hein, et qu'est-ce qu'ils ont montré? Ben, ils ont vu qu'il y avait des différences. Et que, par exemple, dans les jugements positifs et négatifs en classe, eh bien, ceux qui avaient systématiquement des jugements négatifs, ou pratiquement à 65, c'étaient les garçons d'origine supposée non européenne. Que les filles, par exemple, d'origine supposée non européenne, elles avaient beaucoup moins de jugements négatifs. Et ils ont repéré aussi que dans les entretiens d'orientation concertée, eh bien, les familles qui avaient le plus besoin finalement de temps d'expression, notamment les familles allophones ou les familles avec où l'enfant ou les parents sont en situation de handicap, bah, étaient les entretiens les plus courts. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, puisqu'on aurait pu penser qu'au contraire, l'entretien allait être le plus long. Et là, ils ont regardé, les entretiens allaient de 7 minutes à 50 minutes. Évidemment, si vous n'avez pas de traduction, lorsque vous parlez avec des gens qui ne parlent pas français, c'est compliqué. Donc, l'absence de traduction, c'est une inégalité de traitement en situation particulière. Ils ont aussi montré comment il y avait des connivences. Au contraire, l'entretien est bien plus long lorsqu'on a des parents qui sont de la même classe sociale que les profs. Et là, on peut discuter plus facilement. Les profs, ils étaient surpris, hein, parce que c'est des profs bien intentionnés, hein, c'est pas des gens qui... Et puis, ce qu'ils ont repéré, ils ont aussi repéré comment ils mettaient les enfants, enfin les ados, parce qu'on était plutôt sur les collèges, quand ils faisaient des groupes, ils avaient tendance à travailler sur enfin, à prendre en compte ces catégories. Alors, on met deux filles et un garçon racisé en se disant comme ça, il sera plus tranquille, etc. Mais tout ça sans le penser. Donc là, ils ont commencé à le penser. De même qu'ils ont repéré que dans leurs annotations sur les bulletins scolaires, alors il y avait des changements, mais par exemple, il y avait des changements à note égale dans les mentions entre encouragement, compliment, félicitations. Et qu'à note égale, proportionnellement, les mentions d'encouragement et de compliment étaient plus données aux filles perçues comme européennes qu'aux garçons perçus comme non européens. Donc voilà. Donc déjà, il y a eu ce travail de se dire, bah, oui, c'est à l'œuvre. Oui, déjà, parce que les discriminations à l'orientation, elles ne se font pas le jour du conseil de classe. Elles se produisent, c'est ça le système, hein, elles se produisent dans les interactions, elles se produisent évidemment à des moments charnières, comme l'entretien d'orientation, et puis au moment du choix, etc. Donc il y a un travail global à faire, hein. Donc, travail global qui n'a pas été fait. Donc, ce projet, il permet sans doute bah, les profs qui ont été impliqués, ils ont changé un peu leur pratique, mais dans des environnements qui n'ont pas évolué. Et puis là, ils continuent à travailler pour essayer au moins de rendre compte de ce travail et de leurs expériences, puisqu'ils sont en train d'écrire un livre qui sera publié. Ce qu'on peut dire, c'est que ce projet, donc c'est une expérimentation, ça a permis de prendre en compte un problème qui est un problème très important dans les quartiers populaires, qui apparaît dans les entretiens quand les personnes deviennent adultes, c'est-à-dire qu'en fait, la conscience de la discrimination à l'école, elle se fait souvent a posteriori. C'est-à-dire que les gens refont leur parcours et se disent, ouais, mais quand même. Donc, ça a permis la reconnaissance d'un problème et de le partager un peu avec ceux qui le produisent. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur le projet d'Israël, qui est une tentative de commencer à travailler ces questions d'intersectionnalité. On sait que c'est pas forcément évident de traiter de ces questions, même si voilà, dans ton intervention, tu as expliqué que les mécanismes étaient inconscients,
Il y a aussi une forme aussi entre guillemets, de violence, de constater aussi qu'on peut être discriminant en pensant être finalement aussi bienveillant. Et donc, il y a une deuxième question sur justement les leviers associatifs, politiques, pour avancer. Les leviers politiques localement, ils peuvent exister parce qu'on peut avoir des élus locaux qui veulent s'appuyer sur les demandes et les problèmes que vivent les personnes des quartiers populaires, hein, et qui ne nient pas ce cumul. Après, il faut les aider, les élus, c'est le travail des techniciens dans les villes, hein, à mettre en œuvre et à prendre en compte, évidemment, la parole des gens. Mais ça suppose déjà de commencer par aller leur parler, hein. Voilà. Mais il y a des élus qui le font. Il y a des travaux, par exemple, Laurie avait fait diffusé un film qui a été mené à Stein, un travail qui a été mené avec des femmes du quartier populaire à Stein autour de l'école et comment ce groupe de femmes, parents d'élèves, enfin, a avancé dans la construction et l'analyse des problèmes qu'elles vivaient avec l'école et que vivaient leurs enfants. Donc là, on a des ressources si on veut essayer déjà de faire émerger les problèmes tels que les gens se les posent, c'est-à-dire de dire c'est ça la priorité. C'est pas nous, professionnels ou gens habitant les centres-villes qui savons quelle est la priorité, parce qu'on a nous aussi un point de vue situé et qu'il y a ça, les femmes le savent. Enfin, jamais on créerait un groupe d'hommes pour définir quelles sont les politiques d'égalité femmes-hommes. Donc, on demande à des femmes. Il se trouve qu'en général, on ne demande pas à des femmes des classes populaires racisées. Si vous regardez le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes en France, il doit y avoir une femme racisée et peut-être une femme des quartiers populaires. Mais sinon, voilà. Donc, la méthode, elle est essentielle. Voilà. Dans les villes euh, dans lesquels vous travaillez, les élus, ils ont conscience de ça. Ils ont conscience aussi du mépris pour certains, hein, du mépris social que vivent les gens, qui est faute de les écouter, de leur donner des ressources pour pouvoir peser dans les orientations politiques et de leur parler. Dans les discours publics, à qui parle-t-on lorsqu'on omet complètement de parler de discrimination raciale? Qui sont les électeurs? Sam Anon-Torres, qui a fait sa thèse à Paris, pour- qui a comparé les politiques d'égalité femmes-hommes, les politiques de lutte contre les discriminations raciales, les politiques LGBT, a bien montré que certaines politiques sont plus favorisées parce qu'il y a une rentabilité électorale qui est visée. On ne sait pas si elle est effective, mais elle est visée. Il y a également une question sur l'approche de ce projet. Donc, vous êtes allé chercher des financements dans le cadre du projet d'expérimentation. C'est déjà aussi une première mobilisation pour aussi expérimenter. Il y a une question justement dans le chat plutôt relative aux constats qui ont été faits, donc ce que tu évoquais hein, sur les groupes sociaux qui sont beaucoup plus impactés, et comment ça a été accueilli et comment mobiliser sur finalement un sujet qui est quand même assez, entre guillemets, assez touchy, quoi. Ben, oui, c'est sûr que l'école, la police, le logement social, c'est les domaines par excellence régaliens ou de solidarité dans lesquels la santé aussi, la santé, bizarrement, c'est un peu moins compliqué. Ceux qui travaillent, ils pensent que c'est impossible qu'ils fassent des discriminations, quoi. Et donc, il y a une défense institutionnelle et qui rentre dans les consciences des gens
pour dire non, ça n'est pas possible. Or, c'est possible et ça se fait tous les jours. Et donc, les données nous permettent d'objectiver ça. Après, quand on veut travailler ces questions, il faut évidemment un portage politique important, il faut un portage institutionnel. Là, l'INGEP, c'était intéressant parce que c'est rattaché à l'éducation nationale. Donc, l'INGEP avait accepté notre projet. Et puis, il fallait un DAZEN qui pense que c'était intéressant de travailler là-dessus et qu'on pouvait le faire. Et ça a été possible à un moment donné. Puis, à un moment donné, ça n'a plus été possible. Donc après, c'est comme partout, quand on travaille un projet territorial dans les politiques publiques, c'est l'analyse des rapports de force, des ressources et des difficultés qu'on doit faire. Mais ça, c'est du travail de professionnel. On a une question de Gaëlle Donard de l'ORIV, le CRPV du Grand Est. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Marie-Christine. Tu parles beaucoup effectivement de la question de recueillir la parole des premiers et des premières concernés, justement pour construire et nourrir les politiques publiques. En termes de ressources et de méthodes, je voulais savoir ce que tu pensais de l'approche de co-formation d'ATD Quart-Monde. C'est une approche où l'idée, c'est effectivement déjà de travailler par groupe de pairs, c'est-à-dire de quand même avec des personnes, alors là ça concerne les personnes en situation de pauvreté. Est-ce que ça te semble aussi une approche intéressante qu'on peut, j'ai envie de dire, transposer à la question de la lutte contre les discriminations, ou est-ce qu'elle te semble avoir, entre guillemets, des choses trappes ou des choses comme ça? Parce que je trouve que cette question de la parole des personnes concernées est toujours délicate, dans le sens où tu l'as dit, c'est comment est-ce qu'on l'instrumentalise pas, comment est-ce qu'on n'en fait pas juste une politique du témoignage, voilà, comment est-ce qu'on l'utilise vraiment? C'est-à-dire que, et on voit bien qu'on a des nombreux écueils là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, donc je sais Oui, pas si cette ressource peut être, si cette méthode d'ATD Quart-Monde développée pour la question des personnes, sur la situation des personnes en pauvreté, peut nous être utile aussi dans la lutte contre les discriminations. Après, moi, je la connais pas tellement. Je sais, par exemple, qu'on avait utilisé une autre méthode qu'utilisait ATD Quart-Monde, qui était la méthode de modernité sans exclure, c'est-à-dire de permettre de construire la parole par la médiatisation des films entre personnes marginalisées, sans intervenant extérieur, avec une animation qui ne juge pas, qui est juste là pour aider, et un montage de films que les gens choisissent, et un dialogue avec des institutions, des employeurs, par médiation interposée, parce que le dialogue, il est extrêmement violent si on ne prend pas en C'est compte les ça. rapports de domination, hein. Si tu mets même un groupe de jeunes racisés qui se plaignent des discriminations face à un groupe d'employeurs, le rapport de domination, il va jouer à fond. Et après, ça va redoubler la violence. C'est-à-dire, les jeunes vont s'énerver parce que les autres vont nier. Enfin, bon, voilà. Donc, ça veut dire, moi, à mon avis, que les méthodes, si elles interrogent les rapports de domination tout le long du processus, elles peuvent être très intéressantes, mais il ne faut pas seulement penser à la domination de classe, il faut penser à la domination raciale, c'est-à-dire, il faut penser à la domination de sexe, tu vois. Donc, ça veut dire il faut construire des protocoles qui interrogent ces rapports de domination qui sont à l'œuvre dans les interactions, hein, qui peuvent être au moins neutralisés ou en tout cas conscientisés. Déjà, c'est déjà pas mal. Et après, de voir ensemble dans le groupe comment on peut les neutraliser. Et si on ne peut pas les neutraliser, ça veut dire qu'il faut faire des sous-groupes pour que les femmes puissent parler entre elles. Parce que, par exemple, elles ne vont jamais parler des violences sexuelles qu'elles subissent s'il y a des hommes à côté, quoi. Voilà, hein, c'est simple, hein. Parce que ce sont eux leurs agresseurs. Enfin, mais si c'est pas. Et donc, il y a ça. Et ça, c'est un travail à faire sur mesure, en réalité, hein. C'est vrai que la médiatisation, il y a eu un travail qui avait été fait aussi à Villeurbanne par ma collègue Ekaterina Panoukina, avec la médiatisation de la photo avec un groupe de femmes. Elle, en tant qu'animatrice qui a bien déconstruit les rapports de domination,
et donc permettant une expression, et ce groupe de femmes a défini leurs problèmes, leurs priorités, hein. Leurs priorités, c'était pas forcément celles qu'on avait définies, nous, ça revenait à l'école, par exemple, était une des priorités. Euh, et les discriminations étaient couplées aux inégalités sociales. Donc voilà. Après, effectivement, il y a des écueils énormes, là. Moi, j'ai vu un travail, soi-disant, qui permet aux gens de s'exprimer, qui conduit à une dépolitisation complète de la question. Quand je dis dépolitisation, il ne s'agit pas de parti politique, hein. Il s'agit de construire un problème en dehors des solutions en dehors de la particularité, c'est-à-dire de permettre de voir comment l'expérience s'inscrit dans un social général, donc de comprendre que quand on est discriminé, c'est parce qu'il y a des discriminations à la société. Donc la politisation, elle suppose de pouvoir nommer un enjeu collectif et de nommer la conflictualité de la question. Or, des gens qui se plaignent ou qui font des trucs jolis, là, c'est tout le contraire, hein. Ça décrédibilise, ça dépolitise la question et donc ça empêche la prise en compte en réalité comme problème public et dans les politiques publiques. Ça rejoint une remarque et une question du chat, Marie-Christine, hein, sur le fait que les personnes aussi racisées vont victimes aussi de multiples violences, vont aussi intérioriser et aussi pouvoir adopter un comportement ou peut-être plus effacé du coup dans la société en intégrant une forme de malheureusement de normalité. Ça, c'est une des remarques qui a été évoquée dans le chat et qui rejoint aussi ce que tu disais et une question remarque du chat sur une personne qui était élue et qui évoque la lutte contre le racisme est souvent abordée sous l'angle culturel, donc peut-être ce que tu as pu évoquer un peu sur tout ce qui touche aux politiques un peu symboliques aujourd'hui, qui peuvent être mises en œuvre, et qui a peut-être, en tout cas de ce qu'on comprend dans le chat, ce qui est abordé, une forme de hiérarchie ou de priorité sur des causes qui pourraient être plus, entre guillemets, nobles, comme celles liées au handicap, ou au sexisme, qui vont peut-être donner lieu à une visibilité beaucoup plus importante. Donc voilà pour les questions du chat. Alors, sur la question du chat, c'est un peu. J'ai pas vu parce que du coup, j'ai pas lu le chat. Euh, oui, enfin, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, les discriminations raciales ne font plus l'objet d'une politique. C'est ce qu'on appelle une non-politique. Euh, Par contre, on a un renouveau de discours sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, avec aussi les plans de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, mais qui n'intègrent en réalité pas la question des discriminations raciales et qui, à nouveau, reviennent un peu en arrière, de mon point de vue, sur l'éducation contre le racisme, qu'il faut sans doute faire. Mais sauf que là où la discrimination est venue interroger autre chose que l'idéologie, c'est les pratiques, c'est-à-dire comment vous allez, on le comprend très bien sur l'égalité femmes-hommes parce qu'on a un peu avancé quand même, c'est-à-dire comment vous avez une instite qui toute la journée dit allez les petites filles, faites ci, faites ça, et qui dit moi je vais éduquer les filles contre le sexisme. Bon, voilà, c'est simple, hein. Donc, si les profs n'interrogent pas leurs interactions, leurs pratiques, leur pédagogie à l'aune de l'antiracisme, pour eux, ils ne peuvent pas faire de l'éducation contre le racisme. Les gens ne s'y trompent pas. Et puis, c'est comme les parents, enfin, c'est facile à comprendre. Donc, on a fait un retour en arrière dans les politiques publiques, mais je ne crois pas dans l'opinion publique. Parce qu'au contraire, les études, d'une part, dans la science sociale, on a avancé. C'est-à-dire que maintenant, on sait que ça existe, les discriminations raciales. On sait qu'elles sont aussi intersectionnelles. Et on a aussi des groupes sociaux qui sont plus conscients, même si ils sont aussi conscients des rapports de force. Et dans l'état actuel des choses, on comprend très bien que pour certains, ils n'aient pas envie de s'exposer davantage parce que déjà, c'est énorme
pour les violences qu'ils vivent, pour dénoncer les problèmes que la société ne veut pas entendre. Donc, si simplement on veut bien écouter, en tant que politique ou en tant que professionnel, plus largement, eh bien, je pense on entendra. Bonjour et merci beaucoup Marie-Christine et à tout le monde. Et oula. Merci, c'était très intéressant. Moi, c'est pas forcément vraiment une question, c'est plutôt une remarque et c'est un peu une remarque. Enfin, je suis un peu défaitiste, je suis désolée, c'est un peu difficile pour moi en fait. Je trouve ça très intéressant d'entendre parler, par exemple, de rapports de domination. En fait, on n'en parle pratiquement jamais. Moi, je travaille sur les luttes contre les discriminations à Marseille. Et en fait, c'est très, très compliqué d'aborder les choses un petit peu comme ça, de manière sur les questions de racisme systémique ou de rapports de domination globaux. Donc, je trouve ça intéressant d'en entendre parler. Après, c'est vrai que, bon, bien sûr, il y a les envies ou les capacités ou des potentialités des techniciens, mais le contexte politique, il est quand même super important, à la fois au niveau local, bien sûr, s'il y a la question du portage local, mais aussi du portage national, quoi. Et moi, c'est vrai que je trouve qu'on vit une période, alors tant mieux si les choses, elles avancent, peut-être du côté de la recherche et du côté de l'effet de la société civile, peut-être que les choses avancent, mais c'est vrai que, en tout cas, sur les luttes publiques, sur les politiques publiques de lutte contre la discrimination, je trouve pas, enfin, je trouve qu'on est dans une période quand même assez difficile. Et là, je repensais, par exemple, globalement, on a été dernièrement au COPIL diversité égalité du rectorat et vraiment, alors on va aborder les questions d'éducation à la vie sexuelle, enfin, les politiques EVARS, là, les dispositifs EVARS. Sur le racisme, quand les choses sont abordées, il n'est vraiment question que du racisme entre élèves ou des questions d'harcèlement, voilà, de grossophobie ou autre chose vécue par les élèves. Mais en tout cas, il n'y a vraiment aucune interrogation sur les biais que pourrait avoir l'éducation nationale, les profs, et au-delà des biais, enfin, voilà, des rapports existants. Donc, du coup, on est souvent, pour moi, complètement en décalage, en tout cas, moi, entre mon appréhension globale, de la façon dont j'appréhende ces phénomènes-là et les possibilités que j'ai de déployer des choses, je suis en réel décalage, quoi. Voilà, donc c'était plus cette remarque. Et par exemple, sur le travail avec des personnes concernées, nous, c'est vrai que ça fait un moment qu'on essaye de travailler avec un groupe. En tout cas, bon, c'est très, très minime, hein, ça n'a pas vocation à se dire un diagnostic ou un travail de. Mais en tout cas, où on essaie de travailler avec des femmes des quartiers populaires racisés, mais qui sont engagées dans des associations, donc qui ne sont pas forcément les plus marginalisées, parce que déjà, si elles ont cet engagement-là, c'est déjà qu'elles ont en tout cas une volonté, une capacité d'interagir avec ce système-là. Mais pour le moment, les seules un petit peu marges de manœuvre qu'elles arrivent à développer, c'est plutôt sur l'entraide entre elles et sur comment elles arrivent, ou sur les expériences qu'elles ont vécues, elles arrivent à partager ces expériences, à mettre en pratique pour être reconnues dans leur capacité auprès de l'éducation nationale ou auprès des bailleurs ou auprès, voilà. Et c'est vrai que nous, on est aussi beaucoup, voilà, d'injonction à aller travailler vers l'emploi, parce que la collectivité a tendance à. Bon, l'emploi, c'est le secteur privé, donc on renvoie. Et bon, voilà, les questions de travailler sur le logement, sur la santé, sur l'éducation nationale, on a aussi beaucoup de réserves. Là encore, même dans le cadre des cités éducatives, les rares projets qui ne sont même pas des projets de lutte contre la discrimination, mais des associations qui veulent travailler sur une approche un peu plus historique. Dès qu'il est mis le mot colonisation, voilà, on a déjà l'éducation nationale qui se fige et qui ne veut pas valider ce type de projet, quoi. Donc voilà, excusez-moi, je ne suis pas très optimiste depuis quelques temps. Non, mais il faut prendre en compte le contexte, effectivement, je partage, hein. Ce n'est pas un contexte favorable, donc c'est un contexte effectivement à travailler les solidarités. Donc, voilà, je suis désolée, nous arrivons malheureusement à la fin de ce webinaire très, très intéressant. Merci beaucoup Marie-Christine pour toutes ces informations, ces échanges et ta disponibilité aussi. Et merci participants, participantes d'être présents, de poser vos questions. C'est vraiment très important de pouvoir échanger et justement combiner nos réflexions par exemple à Marseille, dans les Hauts-de-France, etc. Donc, un grand merci.
Juste avant de finir, je vais me rappeler quelques petites notions clés ou des informations que j'ai retenues. Dis-moi, Marie-Christine, si je me trompe. Donc, l'intersectionnalité n'est pas un concept uniquement théorique, il n'est pas éloigné des pratiques, c'est une façon d'apprendre des réalités sociales en partant du vécu des personnes, en tenant en compte de la manière dont plusieurs inégalités se combinent et du coup créent des expériences uniques d'exclusion ou de discrimination. Donc, ce concept, le garder en tête, en plus que de concept, on peut l'utiliser aussi comme un outil pour questionner justement les angles morts, quelque chose qu'on n'irait pas chercher ou qui ne serait pas visible tout de suite. Donc, ça permet aussi de se questionner autour d'un sujet principal qui pourrait nous intéresser, mais sans oublier tous les autres critères ou d'autres expériences autour. Donc, merci beaucoup. Bah, voilà, c'est très, très sommaire.